Tu te frottes les yeux car tu n'arrives pas à y croire. Des trous parfaitement circulaires au fond de l'océan, au large de la côte de Big Sur, en Californie. Tu n'as aucune idée de comment ils ont pu apparaître, bien que tu sois biologiste marine de profession et que tu pratiques cette discipline depuis des années. Tu consultes d'anciens dossiers et tu découvres que ces trous existent depuis les années 90. En 1999, un sonar monté sur un navire a mené une enquête et trouvé 5200 de ces grands trous sur plus de 1300 km² au fond de l'océan. Ils ressemblent à des cratères lunaires sous-marins. Tu contactes ton équipe et vous préparez le robot pour descendre explorer les lieux et rapporter quelques échantillons. Avec tes collègues, vous gagnez la côte, puis montez à bord du bateau. Tu es assise à l'intérieur et tu contrôles le robot avec un joystick. Ton coéquipier place le robot dans l'eau et il plonge. Tout semble normal près de la surface. Mais tandis que le robot s'enfonce dans les profondeurs, les trous commencent à apparaître. Un groupe de bateaux passe à toute vitesse devant toi, ce qui te fait perdre l'équilibre et te déconcentre. Le robot allume sa lampe pour que tu puisses mieux voir. Mais plus il descend, moins l'image est nette. Lorsqu'il est prêt d'atteindre le fond, tu vois que les trous sont lisses et de forme presque parfaitement circulaire. Certains de ces trous, déjà visibles par le sonar, ont un diamètre de plus de 9 mètres et une profondeur de 4,50 mètres. Tu montres les images à tes autres coéquipiers et ils sont stupéfaits. Le robot poursuit son avancée et d'autres trous continuent d'apparaître tout autour. Beaucoup d'entre eux sont trop petits pour que le scanner ait pu les capter depuis la surface. Ces micro-dépressions sont abruptes et possèdent comme une queue qui part dans une certaine direction. Il est possible que les courants sous-marins aient joué un rôle dans leur formation. Partout où le robot circule, il trouve de nouveaux trous. Au bout de quelques heures, le robot remonte vers le bateau avec les échantillons qu'il a prélevés. Tu les emportes à ton laboratoire pour les étudier. Le robot a enregistré des images de déchets de provenance humaine, mais les échantillons n'indiquent rien d'alarmant pour l'instant. Un tiers de ces poches sont bien remplies de déchets, mais cela n'explique toujours pas comment elles se sont formées. Il est tard dans la nuit et les membres de ton équipe rentrent chez eux. Tu t'endors dans ton laboratoire au milieu de tes recherches. Tu te réveilles le lendemain et en préparant ton petit déjeuner, tu te dis que ces trous ont peut-être pour origine une émanation de gaz, ce qui pourrait être nocif pour la faune marine. Tu vas vite chercher le robot et tu prends la route pour une seconde fois vers l'océan. Mais cette fois, tu n'as même pas pensé à appeler tes coéquipiers. Tu places le robot dans l'eau et tu te mets derrière l'écran pour le contrôler. Le robot descend au fond de l'océan et commence ses relevés. Jusqu'à présent, les trous semblaient toujours être couverts de déchets. Mais certains d'entre eux abritent de la vie en leur sein, des poissons et des algues. Après avoir scanné leur surface plusieurs fois et n'ayant pas découvert de bulles, tu te dis qu'il ne peut donc pas s'agir d'un gaz, mais tu veux en être absolument certaine. Au bout d'un moment, tu atteins un grand trou et ton robot commence à l'analyser. Tu trouves des bulles et tu découvres leur source, mais le robot ne peut pas aller si loin. Il tourne autour essayant de s'approcher, mais ça ne marche pas. Tu ramènes le robot au laboratoire et tu le modifies. Tu y attaches des bras mécaniques pour qu'il puisse soulever des objets et les déplacer. Tu ramènes ensuite le robot au même endroit, mais les bulles ne sont pas aussi fréquentes que la première fois. Tu utilises les bras pour déplacer certains déchets et tu découvres que les bulles sont en réalité produites par quelques crabes qui se reposent près d'un tas d'objets en plastique. Bingo! La mauvaise nouvelle, c'est que tu n'as toujours pas la moindre idée de la raison pour laquelle ces micro-dépressions et ces trous se sont formés. Tandis que tu essaies de manœuvrer le robot pour le faire remonter à la surface, une pieuvre enroule ses tentacules autour de lui et tire le robot vers le bas. Tu t'efforces de récupérer le contrôle de ta machine en utilisant la puissance maximale, mais il est impossible de faire se détacher la pieuvre. C'est une lutte acharnée entre l'animal et ton robot. La pieuvre entraîne ton robot sous un tas d'ordures, pensant qu'il s'agit là de quelque chose de comestible. Mais tu utilises les nouveaux bras pour dégager ton appareil sous-marin qui remonte enfin vers la surface. Tu retournes au laboratoire encore plus perplexe. Le robot a collecté d'autres échantillons pour que tu puisses les étudier. Ton œil est collé à ton microscope et tu essaies de comprendre de quoi il retourne, mais tu ne trouves rien. Tu décides de faire un test de datation au carbone pour déterminer l'âge de ces trous. Au bout d'un moment, tu vas voir les résultats et tu es encore plus surpris qu'avant. Ils indiquent que les trous ont environ 400 000 ans. Il s'avère donc que les déchets de source humaine ne sont pas en cause. Tu passes de nombreuses nuits blanches à essayer de percer le mystère.
Tu rassembles ton équipe une fois de plus et tu organises une petite conférence de presse. Tu dis qu'il s'agit peut-être de quelque chose qui devrait nous inquiéter, mais tu ne peux toujours pas en dire plus. En travaillant dur, vous découvrez que les grands trous n'ont ni changé, ni été actifs depuis plus de 50 000 ans. Les trous les plus récents ont très probablement été créés par les détritus d'origine humaine qui se sont déposés au fond de l'océan. La faune marine aura recueilli certains de ces déchets, comme les objets de plastique et le matériel de pêche, pour se faire des abris. C'est pourquoi environ 4500 de ces trous sont plus récents et contiennent des déchets. Mais cela ne répond toujours pas à la question de savoir comment les trous sont apparus en premier lieu. Tu es de retour à la case départ. La seule façon de voir ce qui se passe vraiment est de débarrasser les trous des déchets qui les recouvrent et de les étudier. Cela fait les gros titres dans la communauté locale et attire l'attention d'une équipe de nettoyage. Tu organises un voyage vers l'océan et vous commencez l'extraction des détritus. De nombreux bateaux de nettoyage arrivent et tout le monde descend un filet pour remonter ce qu'il peut. Tu envoies ton robot une fois de plus pour t'assurer que les filets descendent au bon endroit. À mesure que tout le plastique est ramassé, de nombreux animaux marins sont forcés de s'échapper et de trouver d'autres abris. Tout le monde fait en sorte de ne pas leur faire de mal. Au bout de quelques semaines, tous les trous ont été nettoyés. Avec ton sonar, depuis la surface, tu vois maintenant les trous plus distinctement qu'avant. Mais tu n'as toujours pas de réponse à ta question. Tu fais d'autres recherches pour savoir si d'autres trous sont apparus dans le monde. De l'autre côté du pays, il y a un mystérieux trou bleu au large de la côte du golfe de Floride. Tu pars immédiatement pour la Floride et tu prends rendez-vous avec les scientifiques en charge de l'expédition. Les trous bleus sont des dolines sous-marines qui s'ouvrent dans le plancher océanique. C'est comme sur la terre ferme. Le monde sous-marin a lui aussi ses accidents géologiques. Ce trou en particulier porte le nom de la banane verte et se trouve à 45 mètres de profondeur. Et le trou lui-même a une profondeur de 130 mètres. Tu plonges avec un équipement spécial et le reste de l'équipe vers un plancher océanique où la vie s'est faite plus que rare. Et le trou est juste là devant toi, comme un oasis dans le désert. Avec les autres scientifiques, vous êtes surpris par la diversité de la faune marine qui s'y trouve. Des tortues de mer nagent devant toi et même des requins. Ils ne veulent pas de mal aux humains. À mi-chemin, tu atteins un passage étroit et difficile d'accès pour les humains. Mais tout le monde fait attention. Il y a des coraux, des éponges et des mollusques dans tous les coins. Tu collectes quelques échantillons et tu retournes au laboratoire. Et les trous bleus, en général, sont plus riches en nutriments que les sols et ils abritent de nombreux animaux. Ils sont assez communs et ne représentent pas une menace pour qui que ce soit. Au bout de tes recherches, tu te dis que les trous au large de la côte de Californie n'ont pas grand-chose à voir avec ces trous bleus. Le mystère perdure. Des scientifiques viennent de découvrir que la croûte terrestre sous la mer de Marmara émet des signaux sismiques qui ressemblent exactement à ceux qui précèdent un séisme majeur. Un séisme capable d'ébranler des côtes entières et de propulser des vagues vers des villes densément peuplées. Pendant des années, les scientifiques se sont concentrés sur les ruptures visibles à la surface, parce qu'elles étaient faciles à mesurer et à cartographier. Mais aujourd'hui, ils ont dressé une carte détaillée d'un immense système de failles sous le fond marin. La Méditerranée se trouve déjà à un carrefour dangereux, où d'énormes plaques tectoniques se rencontrent. Ces plaques poussent, frottent et s'étirent les unes contre les autres, et ce mouvement constant génère un stress colossal. La croûte s'amincit avec le temps, et une croûte plus fine absorbe beaucoup moins bien les contraintes. Le stress s'accumule, la pression monte, et les signaux venus des profondeurs montrent que certaines parties de ce système de failles ont commencé à bouger de manière inhabituelle. La nouvelle carte révèle que les futurs grands séismes pourraient se déclencher aux frontières entre les sections les plus fragiles et les plus résistantes de la croûte, ou le long des bordures de zones à forte résistivité. Ils ont identifié l'un des endroits les plus probables, sous la mer de Marmara. Ce qui rend cette découverte si impressionnante, c'est l'échelle. Les failles du fond marin forment de longs corridors où l'énergie peut s'accumuler pendant des décennies, voire des siècles. Les scientifiques avertissent que cette configuration est exactement celle qui peut produire un super séisme. Un événement sismique massif capable d'ébranler de grandes villes côtières et potentiellement de générer des tsunamis. Un tsunami se forme quand le fond marin se déplace verticalement et déplace d'énormes quantités d'eau. Donc, c'est tout à fait plausible dans ce contexte. L'eau libérée se propage vers l'extérieur en vagues puissantes, capables de traverser des mers entières. La Méditerranée compte des dizaines de littoraux densément peuplés.
Donc ça pourrait affecter des millions de vies. Justement, zoomons sur Istanbul, la ville la plus grande et la plus peuplée de Turquie. L'énorme faille située juste en dessous ne se comporte pas du tout comme les scientifiques le pensaient. Pendant des années, les experts ont étudié la faille principale de Marmara, une branche de la faille nord-anatolienne qui passe sous la mer de Marmara, et ils craignaient qu'elle ne se rompe d'un seul coup en une rupture monstrueuse. Ce genre de cassure pourrait déclencher un méga-séisme de magnitude 7,5 ou plus. Mais quand les scientifiques ont lancé des simulations informatiques détaillées couvrant plus de 10 000 ans de cycle sismique, ils ont observé autre chose. La faille ne se comporte pas comme une immense fermeture éclair prête à s'ouvrir d'un coup. Elle ressemble plutôt à une rangée de carreaux connectés qui se brisent par section. Et la raison se trouve à des kilomètres sous le fond marin. Ça s'appelle la rhéologie. En gros, c'est comment les matériaux se déforment sous la contrainte. Comment les roches plient, s'étirent ou cassent quand on les comprime fort. Sous le centre de la mer de Marmara, d'énormes couches de boue compactées, de sable et de débris reposent sur une croûte plus chaude. Dans ces couches supérieures, les sédiments se déforment généralement lentement et régulièrement, surtout à faible profondeur où la pression et la chaleur interagissent de manière spécifique. Plus en profondeur, les températures élevées affaiblissent les roches. La roche chaude se déforme plus facilement que la froide. Cette chaleur agit comme un frein intégré qui limite la distance de propagation d'une rupture dans la croûte. Quand les chercheurs ont modélisé le cycle sismique en 3D, ils y ont intégré des mesures de flux de chaleur, des données de friction et des détails structurels, puis ont simulé des milliers d'années d'activité. Quand ils ont pris en compte à la fois l'épaisseur des sédiments et les différences de température, le modèle a enfin collé avec l'histoire, y compris les puissants séismes de 1766 et 1912. Et aucun des événements simulés n'a dépassé une magnitude de 7,3. Ce niveau de secousse peut effondrer des bâtiments, fracturer des infrastructures et provoquer des glissements de terrain. Mais c'est bien différent du scénario catastrophe d'une rupture continue d'un bout à l'autre de la côte. En fait, les différentes sections se comportent de manière différente. Les segments occidentaux produisent des séismes plus réguliers, avec des événements de magnitude 7,2 environ tous les 150 ans. Les sections orientales génèrent des doubles séismes plus petits, des événements successifs entre magnitude 6,2 et 6,8 environ tous les 100 ans, et un séisme de magnitude 7 environ tous les 500 ans. Certaines parties de la faille ne cassent pas du tout, elles glissent. Les scientifiques appellent ça le blissement superficiel, quand la faille coulisse sans produire de séisme majeur. Ça relâche la tension en douceur, un peu comme quand on laisse l'air s'échapper d'un ballon au lieu de le faire éclater. Les mesures GPS et les essaims de petits séismes répétitifs au cours des 20 dernières années confirment ce glissement lent près du bassin central. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Istanbul, une ville de plus de 15 millions d'habitants, assise pratiquement sur ce système ? Un séisme de magnitude 7 ou 7,3 près de la ville pourrait quand même secouer des quartiers entiers, surtout si deux événements puissants frappent coup sur coup. Les infrastructures, les bâtiments anciens et les quartiers denses sont les plus exposés. La faille n'a pas produit de rupture majeure dans cette section depuis 1894, ce qui signifie plus de 130 ans de contraintes accumulées. Les simulations montrent que des événements majeurs pourraient survenir dans les prochaines décennies. Et puis il y a Santorin, où plus de 28 000 séismes se sont produits en quelques mois seulement, début 2025. La plupart des secousses étaient faibles, mais certaines ont atteint une magnitude de 5, fissurant des murs, mettant les nerfs à rude épreuve et forçant les autorités à fermer des écoles et évacuer des zones de l'île. Et il ne s'agissait pas simplement de plaques tectoniques qui frottent comme d'habitude. Cet essaim se déplaçait. Les épicentres ont migré progressivement vers le nord-est, en direction du volcan sous-marin Colombo, à environ 8 km au large. Cette migration a indiqué aux scientifiques que du magma était en mouvement. Les chercheurs ont estimé qu'environ 300 milliards de litres de magma, de quoi remplir à peu près 120 000 piscines olympiques, ont surgi des profondeurs, à environ 18 km sous la surface. Il est monté rapidement, puis s'est bloqué à environ 3 à 4 km sous le fond marin. Et tout ça se passait le long de l'arc hellénique, l'une des zones de subduction les plus actives d'Europe, là où la plaque africaine plonge sous la région eurasienne. Les séismes migrent souvent dans cette zone, vers les îles voisines. L'histoire le confirme. Les tremblements de terre d'Amorgos, en 1956, ont provoqué des secousses massives et un tsunami dans toute la région.
Alors quand 28 000 secousses illuminent le réseau, on fait attention. Cet épisode a changé la compréhension des essaims volcaniques. Maintenant, ils savent que le magma peut fracturer des kilomètres de croûte, remodeler des réservoirs souterrains sans jamais atteindre la surface. Il peut charger le système pour l'avenir sans appuyer sur la gâchette aujourd'hui. Et c'est important, parce que quand le magma bouge comme ça, il modifie les champs de contraintes souterrains et la façon dont les futurs séismes pourraient se développer. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ont désormais des outils de surveillance impressionnants, fournissant des données sismiques en temps réel. Des capteurs sous-marins et des mesures de gaz près des évents volcaniques sont intégrés dans des modèles de risque combinés. Si le magma recommence à accélérer vers la surface, les chercheurs le verront et agiront. Et il y a une autre idée audacieuse en matière d'alerte au séisme et au tsunami. Utiliser les câbles Internet sous-marins à cette fin. Près d'1,5 million de kilomètres de ces lignes en fibre optique posées sur le fond marin transportent des données. Mais les scientifiques ont découvert qu'elles peuvent aussi détecter d'infimes variations des signaux lumineux causés par les vibrations sismiques. En termes simples, quand le sol tremble, le câble le ressent. Et ça pourrait être incroyablement utile, parce que prévoir les séismes, même sur Terre, c'est compliqué. Dans l'océan, ça semblait quasiment impossible, vu qu'on ne peut pas facilement disperser des milliers de capteurs sur le fond marin. Mais ces câbles sont déjà là, ils traversent des fosses profondes et des plateaux continentaux. Si les chercheurs les utilisent comme capteurs, ils peuvent surveiller les mouvements tectoniques en temps réel, sur d'immenses zones. Pour une région comme la Méditerranée, avec ses failles cachées, ses volcans actifs et ses côtes surpeuplées, ce système pourrait offrir de précieuses secondes ou minutes d'alerte. Quelques secondes, ça paraît peu, mais une alerte précoce permet au train de s'arrêter, aux conduites de gaz de se couper et aux gens de s'éloigner du danger immédiat. Le projet d'utilisation des câbles à fibre optique pour le fond marin, ou FOCUS en version abrégée, n'a encore alerté personne sur une vraie catastrophe. Mais il a eu 2 fausses alarmes. Il a réagi à un glissement de terrain sous-marin et à des sacs de lest qui ont appuyé sur les câbles. Ça prouve que le système fonctionne et pourrait sauver des vies en cas de danger réel, surtout dans des régions vulnérables comme la Méditerranée. Elle a façonné des civilisations pendant des milliers d'années, et aujourd'hui, la science révèle qu'elle continue de se façonner elle-même. On ne peut pas arrêter les plaques tectoniques ni refroidir les chambres magmatiques, mais on peut comprendre les schémas, réduire la vulnérabilité et concevoir des villes plus intelligentes. Des plongeurs ont fait une découverte incroyable dans un gouffre en Floride. Et c'était « Stop ! Il faut placer un avertissement ici ». Vous êtes sur le point d'entendre des informations scientifiques plutôt inhabituelles. Ce savoir fera de vous le petit malin de votre cercle d'amis, mais il y a aussi le risque qu'on vous prenne pour un crâne d'œuf. Il serait donc peut-être préférable de garder cela pour vous. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas superflu. Ainsi, vous savez que les scientifiques divisent l'histoire de notre planète non seulement en périodes de temps, mais aussi selon les animaux qui vivaient à une époque donnée. Par exemple, il y a 2000 ans, la Terre aurait été habitée par le blobfish. Et on appellerait cela la période du blobfish. C'est une blague. Une telle période n'a jamais existé, mais vous voyez l'idée. La période comprise entre environ 479,2 et 358,9 millions d'années s'appelle le Dévonien, ou l'âge des poissons. Savez-vous pourquoi? Parce que les premiers poissons ont commencé à apparaître sur la planète. Le Paléogène est la période des grands mammifères. La célèbre période jurassique marque l'apparition des dinosaures géants, que l'on voit souvent au cinéma. Même aujourd'hui, nous vivons dans une période appelée le Quaternaire. Elle a débuté il y a environ 2,6 millions d'années et se poursuit jusqu'à nos jours. C'est l'ère des humains et des animaux modernes. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera l'heure, vous pourrez simplement répondre « c'est le Quaternaire ». En bref, le nom de ces périodes dépend surtout des créatures qui peuplent la planète. La plus longue est le Précambrien, ou âge de la vie primitive. L'époque où le vivant a commencé à se répandre. Des vers au corps mou et des méduses nageaient dans l'océan, tandis que des micro-organismes vivaient sur Terre. Cette période représente presque 90% du temps géologique total de la Terre. Elle a commencé il y a environ 4,5 milliards d'années et s'est achevée il y a 540 millions d'années. Oh, c'est toujours une vidéo sur des plongeurs. Ne l'oubliez pas.
Et nous y reviendrons très bientôt. Si l'on considère toutes ces périodes, savez-vous laquelle compte parmi les plus mal étudiées? Celle au sujet de laquelle les chercheurs ne savent presque rien, surtout concernant les animaux qui y vivaient. Il s'agit de l'Irvingtonien, l'âge des mammifères terrestres nord-américains. Il s'étend d'environ 1,6 million à 250 000 ans avant notre ère. Les chercheurs disposent de très peu de fossiles provenant de cet intervalle, mais récemment, la situation a changé. Aux États-Unis coule la rivière Steinhatchee, qui s'étire sur plusieurs dizaines de kilomètres dans la région de Big Bend, en Floride. Or, il y a seulement 500 000 ans, un gouffre occupait l'emplacement de cette rivière. Un gouffre est un trou qui se forme lorsque l'eau dissout la roche en surface, le plus souvent du calcaire. Ces cavités apparaissent dans les zones très arrosées. Parfois, elles sont invisibles. Elles ressemblent à un sol ordinaire. Mais la terre y est meuble et peut s'effondrer facilement. Si vous tombez par accident dans un gouffre, espérons que l'on entendra vos cris et que l'on viendra vous aider. Mais dans un passé lointain, il y a environ un demi-million d'années, lorsque des animaux s'y aventuraient, ils ne pouvaient plus en sortir, et l'endroit devenait leur tombeau. Bien plus tard, une rivière s'est formée ici. Puis, plusieurs collectionneurs de fossiles ont décidé d'explorer ce site et y ont découvert un véritable trésor paléontologique. Ils ont plongé dans la rivière et ont atteint le fond. Là, dans l'eau trouble, ils ont aperçu des dents de cheval dépassant du sédiment. Pour beaucoup d'entre nous, ce serait une trouvaille inquiétante, mais pour eux, c'était le gros lot. Après les dents, ils ont mis au jour un os de sabot et le crâne d'un animal inhabituel. À cet instant, les collectionneurs ont compris qu'ils venaient de faire une découverte majeure. Au fil du temps, le gouffre s'est rempli de roches sédimentaires. Puis, la rivière a compacté toute cette masse, ce qui a permis de préserver ce qui se trouvait à l'intérieur. De nombreux animaux se sont retrouvés piégés dans cette fosse il y a un demi-million d'années, et ce n'est que maintenant que l'on a pu les en extraire, ou plutôt ce qu'il en reste. Les plongeurs ont mis au jour plus de 500 fossiles d'animaux anciens, y compris des espèces inconnues. Ils ont récupéré des os très bien conservés de chevaux primitifs, de tatous géants, de paresseux, et même d'une nouvelle espèce, de tapirs. Le musée d'histoire naturelle de Floride a examiné ces restes et établi qu'ils appartenaient à l'Irvingtonien, cet âge des mammifères terrestres d'Amérique du Nord encore mal connu. 2 découvertes ont frappé les scientifiques dans cette collection. La première correspondait au reste d'une créature proche d'un tatou géant et la seconde au crâne d'un tapir ancien. Si vous ne le saviez pas, le tapir est un mammifère adorable, un peu semblable à un cochon, doté d'une courte trompe comme celle d'un éléphanteau. En Floride, des plongeurs ont retrouvé les vestiges d'un lointain ancêtre de cet animal, qui pourrait bien représenter une espèce nouvelle et inconnue. La majorité des fossiles du gouffre appartiennent à des équidés cabalins primitifs, un sous-groupe qui inclut les chevaux domestiques actuels. Leurs restes sont si bien conservés que les chercheurs ont pu observer des traces d'usure sur leurs dents, ce qui permettra aux spécialistes de mieux comprendre le régime alimentaire de ces créatures anciennes. On entend souvent parler de découvertes de restes d'animaux anciens ou de dinosaures dans des grottes, des ravins ou au fond de lacs. Mais imaginez qu'on en retrouve dans un musée. Tout a commencé au début des années 2000, au nord de la frontière de Floride, dans le sud-ouest de la Géorgie. Il y avait là une mine où l'on extrayait de l'argile. Un jour, des ouvriers ont mis au jour des restes d'animaux anciens et les ont confiés au musée d'histoire naturelle. Ces vestiges sont ensuite restés en réserve, en attendant leur heure. Puis, un jour, quelqu'un s'est mis à les trier et a remarqué une mystérieuse vertèbre appartenant à un animal inconnu. Cette petite trouvaille a retenu son attention, et il y est revenu encore et encore, l'étudiant pour comprendre à quelle espèce cet os pouvait appartenir. Un jour, il a compris qu'il s'agissait d'un lézard éteint encore inconnu, ressemblant à un tégu, ces prédateurs que vous avez peut-être déjà aperçus et qui est vaguement dévarant. L'os était âgé d'environ 15 à 17 millions d'années. Concluons notre vidéo par quelque chose d'un peu étrange. Vous voyez ce morceau de pierre couleur ambre, strié de bandes. Ou peut-être n'est-ce pas vraiment une pierre, on dirait plutôt un coquillage très ancien. En réalité,
Vous êtes en train de regarder le plus vieux fossile connu de l'histoire. Il s'agit d'un stromatolithe, et son âge est... Vous aurez du mal à le croire. Essayez de deviner. 100 millions d'années? 500 millions? 1 milliard? Non. Ce fossile a environ 3,4 milliards d'années. Il représente l'une des toutes premières formes de vie sur Terre. Enfin, pas la pierre elle-même. Le stromatolithe n'est qu'un support. La forme de vie primitive, ce sont ces fines bandes, appelées cyanobactéries, de minuscules organismes unicellulaires. Mais que dire des vestiges de quelque chose de plus grand, par exemple d'animaux anciens? Voici les trilobites. Ils vivaient ici durant la période cambrienne, qui a commencé il y a environ 500 millions d'années. C'est à ce moment-là que de nombreux invertébrés et poissons ont commencé à apparaître. Leurs exosquelettes ont permis aux trilobites de rester remarquablement bien conservés, malgré leur âge. C'étaient des arthropodes qui ressemblèrent à un mélange d'araignées, de scorpions et de mutants venus d'une autre galaxie. Ces animaux ont existé pendant très longtemps, et l'on retrouve leurs restes presque partout dans le monde. Ils sont apparus dès le tout début du Cambrien, ont traversé cette période, puis se sont éteints à la fin du Permien, lors de la grande extinction permienne, quand environ 90% de tous les êtres vivants ont disparu de la surface de la Terre. Ces créatures nageaient en pleine eau, s'enfouissaient dans le fond marin ou rampaient à sa surface. Elles vivaient comme des prédateurs et des charognards. L'avant de l'animal était protégé par un solide bouclier céphalique. Il possédait des yeux en forme de croissant et une plaque calcifiée sur la partie inférieure de son corps. Cette plaque couvrait son œsophage et sa bouche. Plusieurs paires de pattes partèrent de son corps et le trilobite pouvait aussi se rouler en boule à la manière d'un cloporte.